Eh bien, vont maintenant nous rejoindre Rebecca Sharp, et puis elle sera accompagnée de Rémi Dumont. En gros, pendant qu'ils s'installent, après la question de l'habitat, de l'hébergement, du logement, la question du travail. Alors, installez-vous. Moi, je suis un peu obligé de serrer parce que il y a déjà des gens qui s'en vont dans la salle. Je voudrais absolument que tous les intervenants aient eu le maximum d'audience. Voilà, tout simplement. Sinon, moi, je resterai jusqu'à minuit avec vous. Vous savez bien, hein? Bon. Alors, je présente Rebecca Sharp. Alors, l'un et l'autre vont nous parler d'un thème que vous avez à présent à l'esprit, sinon je le rappelle, conserver son pouvoir d'agir et conserver son emploi. Alors, qui est Rebecca Sharp? Elle est consultante en santé mentale et handicap, et en particulier faisant un gros travail auprès des employeurs à propos du travail, avec un axe principal, celui du recrutement et de maintien des personnes dans l'emploi pour les personnes qui ont un parcours de handicapés. Elle parlera tant des difficultés que des moyens qui permettent de les surmonter. Elle se dit par ailleurs spécialiste en handicap invisible. C'est ce que j'ai retenu dans les documents qui me sont parvenus. Voilà. Et puis les échanges qu'on a pu avoir ensemble. Elle est accompagnée de Rémi Dumont, qui lui-même se décrit comme une personne ayant un handicap non visible d'incidence psychologique. Je ne fais que reprendre ce que lui-même a déclaré. Donc, il a été donc accompagné dans l'établissement que dirige Rebecca Sharp, dont elle va nous parler de cet établissement. Rémi Dumont développe une double activité. Il est responsable associatif d'une part, il est artiste de l'autre part. Artiste en quoi? Il est écrivain, il est acteur, il est scénariste. Voilà. Plus que ça. Plus que ça, oui. Mais j'ai bien saisi qu'il y avait plus que ça au niveau de la créativité. Mais vous en parlerez, Rémi. Rebecca, c'est à vous. Bonjour, alors effectivement, on a fait le choix avec Rémi de ne pas vous présenter un PowerPoint, mais plutôt de mettre en place une conversation à deux autour du thème que l'on veut développer, de façon, puisqu'on sait qu'on est la dernière intervention avant les moments de synthèse et de conclusion, de façon à casser un petit peu le rythme des interventions que vous avez eues jusqu'à maintenant. Donc effectivement, mon cabinet Active Conseil, qui a longtemps été connu sous le nom du CEFRA pour un certain nombre d'entre vous, est né donc dans les années 80, en 87 exactement, et il s'est toujours concentré sur la problématique de l'emploi en milieu ordinaire. Et après avoir eu un temps où nous étions consacrés à l'accompagnement vers l'emploi des personnes en situation de handicap psychique, on s'est, à partir de 2003, concentré sur la problématique des... quand je dis problématique, on va voir ensemble que ce n'est pas forcément un problème d'ailleurs, sur le sujet plutôt, pour être plus juste. Sur le sujet des personnes en emploi, en cours d'emploi, et qui pouvaient rencontrer des événements au cours de leur carrière professionnelle. Voilà, donc ça c'est pour mon cabinet, il est situé à Lyon, avec une antenne à Paris, chose n'étant pas commune, je le souligne. Bon, là, en face de vous, vous avez donc Rémi Dumont, hein, l'homme qui est visible, qui a l'handicap invisible d'ailleurs. Et comme pour être précis, je suis retraité depuis 2 ans, hein, dans une entreprise très louable, puisqu'elle m'a gardé en CDI jusqu'à la fin de ma carrière. Hein. Donc voilà. Mais bon, j'ai pas du tout évolué, je suis resté en bas de l'échelle dans cette entreprise. Hein. Donc on va voir pourquoi. Et là, maintenant que je suis à la retraite, je continue à développer mes activités associatives non commerciales que j'avais déjà avant, à savoir donc je suis réalisateur, scénariste, acteur,
Je suis également écrivain de théâtre, poésie, essai, et je suis président de l'association Tout est la prod, création cinématographique à Oulin, long, court métrage, reportage, etc. Voilà. Donc effectivement, on se rend compte que d'un côté, donc j'ai passé 37 ans de ma vie dans une entreprise où j'ai pas évolué, et j'ai beaucoup évolué quand j'ai été mon propre chef dans mon domaine qui était le domaine associatif. Hein. Alors, ça n'est pas du tout l'entreprise que je vais pointer du doigt, hein, c'est pas du tout ça. C'est que cet handicap non visible, on n'a jamais réussi à lui donner un diagnostic réel. Hein, bon. Alors, très anxieux, disons, j'ai eu une fièvre à l'âge de ma naissance, hein, qui m'a laissé assez nerveux, une grosse fièvre et tout, bon. Et puis là, à l'époque, justement, je rebondis sur ce qui a été dit avant, la psychiatrie, c'était pas comme c'est maintenant. J'ai rencontré à l'âge de 5 ans, je me rappelle, j'avais l'impression d'être en garde à vue, un psychiatre avec ses lunettes noires, la lampe sur la figure, qui m'a dit t'aimes ton père, t'aimes ta mère, et qui m'a bourré de neuroleptique à la sortie. Bon, médicaments qui sont interdits d'ailleurs maintenant, qui ont été balancés à la veine. Et ce qu'il en a résulté, c'est que j'étais très brillant dans mes études, mais arrivé en terminale, j'ai fait une crise. J'étais très insomniaque, donc je prenais des cachetons pour dormir, donc je ne suivais plus. J'ai tout laissé tomber. Là, après, j'ai mené une vie très risquée. Je suis parti faire des grands voyages aventureux en Afrique, en Asie, tout ça, dans des conditions épouvantables. J'ai fait le meilleur et le pire. J'ai vu le meilleur et le pire. Je m'en suis bien tiré, bon. Mais voilà à quoi a pu se conduire cet handicap. Après, j'ai été embauché dans mon entreprise. Et là, ça n'avançait pas, parce que il y a quelque chose qui bloque. C'est l'anticonformisme. Alors, je ne suis pas, on a toujours cru que j'étais anticonformiste pour emmerder les gens, mais non, je ne suis pas anticonformiste pour emmerder les gens, c'est que je ne peux pas être autrement qu'anticonformiste, c'est pas possible de faire autrement. Hein. Et puis, je vais vous redonner la parole après, Rebecca, quand même, et puis il se passe une chose aussi, il y a un décalage culturel. Bon, moi, ma passion, c'est étudier. J'ai pas poursuivi mes études, mais bon, quand je vais sur Internet, quand je vais attaquer un dossier sur un site sérieux, je prépare un film de science-fiction, donc je vais prendre des cours d'astrophysique, des machins, des trucs de mathématiques élevées, tout ça. Je me mets là-dedans. Alors, il y avait un décalage culturel dans mon bureau, parce que je ne critique pas, ils avaient des passions qui étaient, les stars, le sport, le machin. Moi, je préférais Nietzsche. Bon, alors, du coup, c'est pas que je cherchais à créer un trouble dans cette affaire, hein, pas du tout. Hein. C'est que c'était pas équitable. Moi, je m'intéressais à leur truc de foot, tout ça, je m'y intéressais, mais eux, en retour, ils me traitaient d'élitistes, etc., etc. Donc très vite, il y a eu des tensions, très vite, ça s'est gâté, et très vite, on m'a fait comprendre que il fallait que je reste dans mon coin, que je fasse mon boulot, ce que je faisais d'ailleurs. J'étais payé pour faire ce travail, donc même si ce travail n'était pas ce qui m'allait le mieux, un travail J'ai fait du centre d'appel toute ma vie, hein. Donc un centre d'appel, en plus, quand on a un handicap à incidence nerveuse, je ne vous dis pas les nuits qu'on passe. Donc, j'ai fait mon travail consciencieusement, hein, donc je remercie mon entreprise de m'avoir offert ce travail et également une retraite, parce que je laisse derrière moi des jeunes qui ont un avenir vraiment incertain, hein, et il y a d'autres gens qui n'ont pas de travail du tout, donc merci à mon entreprise infiniment. C'est pas de leur faute, c'est que les moyens n'étaient pas mis en avant pour qu'on puisse analyser mon cas, parce qu'on aurait pu m'affecter dans d'autres domaines, où là j'aurais donné libre cours à mes compétences, et ça aurait été plus rentable, et pour moi, et pour eux. Voilà. Maintenant, Donc, alors, on m'avait dit venez avec un témoin, je suis venue avec un témoin. Donc, quand même, pour vous présenter un petit peu le cadre de l'intervention qui a été la mienne, puisque moi, j'ai été interpellée par l'employeur de Rémi. Alors, quel était le cadre dans lequel je suis intervenue? Alors, il faut quand même le souligner, effectivement, Rémi l'a dit, il se trouve que c'est un employeur qui est très impliqué sur la question de l'accompagnement de ses salariés, et notamment en situation de handicap, et particulièrement, et c'est son originalité parce qu'ils ne sont pas si nombreux que ça, particulièrement sur la problématique de la souffrance psychique au travail. Donc ça, c'était le cas de départ, puisque c'est eux qui ont eu l'initiative de faire appel à notre cabinet. Une mission handicap qui avait le pouvoir d'agir,
c'est aussi un élément qui est important, c'est-à-dire une mission handicap qui a la confiance de la direction RH à laquelle elle est rattachée, et donc qui a le pouvoir de choisir un prestataire et de travailler sur une prestation personnalisée, individualisée, puisque nous, c'est notre marque de fabrique. C'est-à-dire que, comme on est cabinet conseil, on n'intervient pas sur des dispositifs qui sont préécrits à l'avance parce que financés par des financeurs publics qui ont des objectifs précis. On a l'avantage, du coup, de pouvoir discuter avec nos clients, pour les coups qui sont les employeurs, et de construire, en fonction des besoins et de la demande qui est recensée, de construire une prestation sur mesure. Et puis, autre élément aussi facilitant qui était très important, c'est un manager de proximité, qui était donc le manager de Rémi, qui était d'ailleurs une manager, qui était particulièrement à l'écoute et qui était à l'origine de la demande. C'est elle qui avait fait remonter le besoin à la direction RH et à la mission handicap. Puisqu'on peut le souligner, effectivement, il y avait aussi comme outil qui était important une reconnaissance travailleur handicapé sur laquelle l'entreprise a pu s'appuyer pour financer le dispositif. Et cette manager était à la recherche des bons outils pour accompagner Rémi Dumont, ayant conscience que, justement, dans le quotidien au travail, c'était pas si facile. C'était pas si facile déjà pour le quotidien de Rémi, mais ça c'est Rémi qui va nous le dire, comme il a commencé à le présenter, mais que c'était aussi difficile pour elle. Et elle a eu le courage de dire, moi je ne sais plus faire, je ne sais pas faire, j'y arrive pas. Et c'était compliqué également pour les collègues qui du coup avaient du mal à comprendre la situation particulière de Rémi, comme il vient de l'évoquer. Et du coup ça générait des situations de tension, on va dire, dans l'équipe, du fait de ces incompréhensions, voire de rejet, voire, comme Rémi en parlera tout à l'heure, aussi des faits que nous connaissons bien, nous, dans ce genre de situation, des faits bouc émissaires. C'est-à-dire que lorsque les choses n'allaient pas, c'est forcément parce que Rémi était différent et que c'est lui qui n'allait pas. Et le groupe avait du mal à imaginer simplement pouvoir se remettre en cause pour proposer une autre solution dans l'environnement de Rémi. Donc ça, c'est l'intervention qui a été mise en œuvre. Alors justement, Rémi, là, on avait pensé que ce serait bien que vous représentiez votre travail au sens propre du terme. Donc, quel était le contexte de ce travail? Alors, le travail, j'étais détaché une fois par mois de mon entreprise pour... vous m'entendez bien, là, ça va? Donc, j'étais détaché de mon entreprise pour aller rendre visite pas bien loin, au bureau de Rebecca Chappe, où on discutait ensemble, on mettait une... Alors avant ça, pardonnez-moi, oui, excusez-moi, oui. Oui, juste reposer le cadre de votre emploi, de votre travail. Alors, travaillant sur le plateau, la notion de stress... C'est un travail de centre d'appel, hein. Donc c'est un travail de rentabilité, et c'est un travail qui est très contingenté, qui est très disciplinaire, on va dire. Hein. Mais bon, j'ai justement eu le recul intelligent de dire... Si c'est disciplinaire, je ne vais pas tomber dans la critique bas de gamme de beaucoup de gens, que beaucoup de gens entretiennent. Ouais, le chef, il n'est pas bien, le chef... Non, le chef, il est impacté encore plus que moi. Ça veut dire que le chef, il a une responsabilité, et s'il commence à prendre une initiative, voire pire encore, être lui-même anticonformiste, eh ben, il en prendra plus pour son grade que moi. Moi encore, à la limite, j'ai le droit, quelque part. Donc, j'avais bien fait comprendre ça à ma chef de service, je lui ai dit, c'est pas possible pour toi, je comprends bien, il faut faire quelque chose. Elle m'avait dit, merci. Parce que, effectivement, je rebondis aussi sur l'exposé qu'il y a eu du monsieur qui parlait beaucoup, soi-disant tout à l'heure, vous savez, qui parlait vite, pardon. Oui. Bon, bref, monsieur qui parlait vite, il parlait de l'institutionnalisation et tout ça. Effectivement, on vit dans un monde où il y a de plus en plus de pression, de dictature du politiquement correct, c'est étouffant. On ne peut plus respirer. Avant, je faisais des vidéos d'humour à côté sur une chaîne, j'ose même plus parce que j'ai peur de ce qui peut m'arriver. On ne peut plus s'exprimer dans ce pays, c'est fini. Il y a des lobbies, il y a une dictature du politiquement correct, on vit de la culture, on vit de l'intellect et tout, et on ne va pas reprocher même au directeur de votre entreprise que la société elle soit ainsi faite, lui-même il n'y est pour rien. Donc la progression qui est à faire, c'est chaque citoyen doit se dire j'arrête de faire des chochottes, des rituels de chochotterie comme on en voit tout le temps, et des choses comme ça. Je suis humain, mais au plein sens du terme, respectueux bien sûr, ça va de soi, mais j'agis en tant qu'humain, je n'agis pas en tant que robot, voilà, en tant que clone. On développe beaucoup de maladies à force de vivre dans une société où quand on est humain et qu'on est dans une société de clones, ça ne le fait pas. Voilà. Alors,
Donc là-dessus, le manager donc, a mandaté, avec l'accord de la direction, Madame Rebecca Chap, ici présente, pour m'accompagner dans cette délicate fin de carrière, donc pendant 2 ans. Donc, voilà. Et elle rencontrait alternativement la hiérarchie, on se rencontrait en trio, et c'était très bien, ça se passait très bien. Bon, ma hiérarchie, même la haute hiérarchie, j'ai rencontré à la fin un grand patron parisien qui s'est déplacé, qui m'a dit « Merci, vous avez tout compris ». Vous avez tout compris. J'ai dit « C'est normal, je suis anticonformiste, donc je comprends ». Alors effectivement, comme Rémi est en train de l'évoquer, donc nous on est parti de notre boîte à outils et on s'est dit avec la manager donc quels sont les outils qui peuvent être nécessaires. Donc le premier outil que l'on a proposé, c'est des entretiens réguliers avec Rémi, parce que vous l'avez compris, Rémi avait besoin d'un espace aussi pour pouvoir exprimer tout ce que dans le cadre... J'étais pas en forme à cette époque. Hein. Oui, tout à fait. Vous avez même dit, quand on a préparé, que c'était un moment où vous étiez en sale état, c'est ça? Très sale état, très sale. Et donc, d'avoir un espace pour pouvoir exprimer tout ce qui, dans le cadre précis de son travail sur ce plateau d'appel, était juste impossible à exprimer. Donc, on a utilisé ces entretiens réguliers au cabinet, c'est-à-dire un espace neutre, où, comme l'a suggéré Rémi, effectivement, tout était possible de dire, y compris le non politiquement correct. C'est-à-dire d'avoir un espace où l'on peut exprimer son ressenti sur ses collègues, sur l'organisation, sur le travail, sans que cela n'ait le moindre effet, et au contraire avec l'effet négatif dans le cadre de la carrière, et au contraire avec la possibilité pour nous deux de poser les choses et donc de les mettre à distance, de prendre du recul sur certaines situations qui pouvaient être mal vécues et donc de trouver finalement des solutions pour pouvoir poursuivre le travail. Donc ça, c'était le premier outil. Le deuxième outil, comme Rémi vient de le dire, c'était des rencontres managériales avec cette manager. C'est pour ça que j'ai souligné en introduction que son implication forte et sa volonté de faire évoluer sa pratique managériale a vraiment été au cœur de la réussite du parcours que l'on a eu, on peut le dire. On a d'ailleurs eu un petit moment de frayeur, puisque cette manager a eu un moment où, très légitimement, elle a été en congé pour congé maternité. Oui. Et on s'est dit avec Rémi, comment on va faire? Parce qu'on avait vraiment besoin de son soutien. Et on a eu de la chance, parce que le manager qui a pris le relais s'est vraiment inscrit dans ses pas. Non, mais ils ont bien assuré. Et je me suis rendu compte d'une chose qui est très importante. Quand je suis parti à la retraite, il y a trois de mes jeunes collègues qui ont tenu absolument à rester en contact avec moi et qui m'ont dit « Maintenant que tu es parti, c'est la mort. » Parce qu'avant, au moins, on rigolait et on a envie de te revoir parce que maintenant, on rigole plus. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, le manager, il m'a lâché du lest. Alors, comme il m'a lâché du lest, c'est-à-dire que je suis en train de lâcher du lest, ça veut dire que je ne suis pas obligé de demander l'autorisation pour que je vais fumer une cigarette, à partir du moment où je ne suis pas dans une plage horaire où je suis réquisitionné sur un horaire fixe. Ça va de soi. Bon, d'accord. Donc, à partir du moment où ils m'ont lâché du lest, mes objectifs, ils ont doublé. On me disait, mais là, il ne faut pas en faire trop quand même, Rémi, tu vas tomber malade, la tête. Je suis 3 fois moins fatigué qu'avant, j'en fais 2 fois plus. Hein. Bon, c'est comme dans mon travail de cinéaste, je peux faire des journées terribles, avoir une fatigue saine, comme si j'avais fait un marathon de course à pied, mais psychologiquement, c'est là que je dors le mieux, bon, parce que ça s'est fait en harmonie, et en toute responsabilité, on va dire, tous les gens étaient responsables. Il n'y a pas assez de responsabilisation des acteurs dans le monde du travail. Hein. Il y a toujours ce problème. Mais ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est que quand vous commencez à prendre des responsabilités, des initiatives, soit vous passez pour un élitiste, soit vous passez pour un opportuniste, soit dans le pire des cas, vous passez pour un emmerdeur parce que ce n'est pas le moment. Donc voilà tout l'embroglio qu'il y a et qui, à mon avis, est générateur de troubles psychiatriques dans l'organisation du travail et qui parasite la bonne marche d'un travail qui pourrait être beaucoup plus productif. Je le redis, c'est indépendant de la bonne volonté de tous les échelons de l'entreprise. C'est un problème de société et je pense que dans d'autres entreprises, c'est encore pire que ce que j'ai vécu. Donc, effectivement, voilà un peu les outils que l'on a mis en place. Autre outil aussi qui était important, c'est que l'employeur étant quand même le commanditaire, c'était important aussi d'avoir un suivi régulier avec la mission handicap.
Et je vous dirai après, on vous dira avec Rémi, quel est l'intérêt aussi que ça a pu comporter pour la suite, tout ce travail qui a été mené de fond. Et dans le cadre de ces temps de suivi, de retour, eh bien, étaient réunis à la fois la mission handicap, mais également le service santé au travail. Dans l'optique, dans le cadre de ce suivi, et ça Rémi en est témoin, en aucun cas de faire un retour sur ce qui était dit dans mon cabinet sur les choses sur lesquelles nous avions échangé, mais plutôt d'évaluer ensemble si, par rapport à l'objectif qui clairement, on peut peut-être le repréciser, était à la fois de permettre à Rémi de se retrouver dans un mieux-être sur son poste de travail, mais aussi à l'équipe de se trouver dans une situation de meilleure compréhension et de meilleur dialogue avec lui, et puis pour sa manager de retrouver ses fondamentaux de management, puisqu'ils étaient un peu mis à mal par cette situation qu'elle n'arrivait plus du tout à gérer. Et puis, on a également, ensemble avec Rémi, dans le cadre du travail que l'on a mené au long cours avec sa manager, décidé un jour de mettre en place une réunion de sensibilisation à l'intention des collègues. La particularité effectivement de la situation que Rémi a traversée, c'est que, il l'a dit, son handicap donc, était invisible, il n'y avait pas de précision donnée à l'équipe sur ce handicap, c'est l'un des plus anciens professionnels du service, donc quelqu'un de très expérimenté, et les jeunes collègues notamment, mais pas uniquement, les collègues qui étaient dans le service, vu sa façon de fonctionner, soit se posaient la question de sa compétence, alors qu'on l'a vu, c'était pas forcément la question, mais effectivement, les empêchements de fonctionner au quotidien faisaient que, quand ça allait pas bien, l'efficience au travail, le nombre de dossiers, etc., était peut-être pas au rendez-vous, et cette incompréhension conduisait les collègues à se poser des tas de questions basées sur des représentations qui, bien entendu, n'étaient pas fondées. Donc l'un des outils que l'on a proposé en complément, c'est cette réunion de sensibilisation qu'on a mis quand même, Rémi, quelques temps à organiser. On a mis quelques temps à l'organiser, mais justement, force est de constater, et ça c'est l'aboutissement, force est de constater, ça c'est au préalable, comme la relation s'est détendue dans le travail, dans le milieu du travail, comme mes collègues ont accédé à une véritable vision de ma personne, c'est-à-dire que j'entends une véritable vision de ma personne, ce que je montrais, ils savaient que c'était authentique, c'est-à-dire que ce n'était pas une fuite devant un problème de compétence, ou un problème de ceci, ou un problème de cela. Ils ont compris aussi que je pouvais avoir des compétences transverses qui étaient intéressantes, c'est-à-dire que des fois ils réfléchissaient comment résoudre un problème assez simple, ils n'y arrivaient pas. Moi, autrement, j'y arrivais très rapidement. Et tout ça a fait que ça a détendu l'atmosphère dans un premier temps, qu'on s'est bien entendu, qu'on s'est mis à faire de l'humour pendant le travail, ce qui fait qu'on travaillait avec beaucoup d'humour, qu'on n'était pas repris à l'ordre parce que ça tournait bien. Il n'y a plus eu un seul conflit, jamais. Il y en a même qui se sont excusés, ils m'ont dit qu'autrefois on t'a regardé, je dis laisse tomber, c'est bon, je dis c'est humain, les choses ne se font pas en quelques jours. Et là-dessus, on a entrevu avec Rebecca de faire une réunion du service qu'on mènerait tous les deux, donc sur le thème justement de l'handicap caché en entreprise, et plus généralement que toute personne dans le milieu peut être souffrante à un moment, même si elle n'a pas un statut de handicap. La souffrance existe dans le travail, c'est un thème qui est soulevé. La souffrance dans le travail, c'est un handicap qui affecte tous les gens qui travaillent, chacun dans leur spécialité, avec des différences. Moi, je ne me vois pas assumer la souffrance dans le travail d'un infirmier psychiatrique, ou compte tenu de mon handicap, ou d'un agent de police, je vous le dis franchement. Là, je ne tiens pas 3 jours, quoi. Je vais avoir des angoisses épouvantables. Alors donc eux, ils ont leurs angoisses aussi bien particulières, différentes, mais il y a un socle commun, on se rend compte que dans tous les métiers, il y a une souffrance au travail, c'est pas péjoratif, mais ça existe. Et c'est parce qu'il y a une souffrance au travail qu'on peut réfléchir dessus et qu'on peut évoluer dans la société. Justement. Alors justement, Rémi, est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots le bénéfice de cette réunion que l'on a organisée? Alors, quand je dis tout à l'heure qu'on a eu du mal à l'organiser, c'est quand même on l'a reculé plusieurs fois. On l'a reculé plusieurs fois parce que c'était très important qu'on la mette en place, cette réunion, puisque c'était Rémi qui était aux commandes de cette rencontre et de ce dialogue avec son équipe au moment où il le sentait de le faire. Et puis quand on l'a calé, effectivement, tout d'un coup, on est parti dans l'idée d'animer à 2, vous avez compris,
j'ai pas eu grand-chose à rajouter sur ce que Rémi a dit. Ça a libéré la parole des gens. Il y avait la hiérarchie, et là, les gens, ils discutaient comme s'ils n'étaient pas au travail entre eux. Ah ben oui, ah ben moi, il y en avait un qui était... il y avait 2 personnes qui avaient un statut d'handicap dans notre service. Un qui avait un handicap visible, c'est-à-dire un problème de dégénérescence d'articulation, et un autre, un handicap invisible. Donc c'est là qu'il a dit, je me rappelle, il a dit comme ça, la chef, il dit « Ah bah oui, moi l'autre fois, à la Pardieu, je me suis payé une syncope dans l'escalateur, j'ai pris une crise d'angoisse, j'ai pas compris pourquoi, je me suis ramassé par terre. » Alors que c'est des choses, ça, qu'on ne confiera jamais dans le contexte des relations sociales ordinaires. On n'ira jamais dire à son chef, on dira tout au plus, mais rentrer dans le détail, donc il y a eu des rebondissements dans les discussions, il y a eu une chaîne de discussion qui s'est créée. Nous étions, une fois de plus, comme je le définis dans mon essai, dans un de mes essais, nous étions dans la relation humaine. J'oppose la relation sociale à la relation humaine. Bon. C'est 2 choses, c'est 2 secteurs tout à fait différents, et plus il y aura de relations humaines, plus la relation sociale, elle s'estompera au profit de l'humain, j'ai envie de dire. Hein. C'est l'humain qui primera, quoi. C'est un peu le sens de mon combat personnel. Voilà. Alors là, je vous renvoie à ces ouvrages, vous pouvez les trouver, il vous expliquera. Ensuite, on a essayé de voir ensemble avec Rémi sur ce parcours qui a quand même duré 2 ans. En fait, c'est-à-dire que d'abord on a été mandaté sur une première année, et puis voyant qu'il y avait vraiment un mieux-être pour donc tous les acteurs dans le service, l'entreprise nous a mandaté pour une année supplémentaire, puisque le but était d'accompagner Rémi jusqu'à sa prise de retraite. Parce qu'on peut le dire, Rémi, je crois, cette échéance-là de prise de retraite était une échéance qui était aussi anxiogène et qui posait pas mal de questions par rapport à cette séparation. Et donc, l'entreprise nous a laissé liberté d'agir jusqu'à cette fin de contrat, ce qui est, là aussi, je le souligne, très, très exceptionnel. J'ai jamais eu d'autres clients qui aillent jusque-là. J'ai envie de dire là, rapidement que mon handicap invisible, son champ d'application, vous le voyez, comment ça s'est passé. Bon, il est vrai aussi que ça engendre beaucoup d'autres choses dans la vie privée et de phénomènes contraignants et de situations difficiles. Ça veut dire que ça ne se focalise pas, cet handicap, il ne se manifeste pas uniquement dans le milieu social ou dans le milieu du travail. Il se manifeste aussi quand on est tous les jours 4 à 5 heures pour s'endormir et toutes ces choses-là. Mais je gère, je vis avec. Voilà. Alors, en quelques mots juste, parce qu'on voulait vraiment vous laisser le temps d'interagir avec nous à l'issue de cette intervention, on voulait souligner donc l'intérêt de ce dispositif, et Rémi va le compléter avec moi. Moi, l'intérêt que j'y ai vu, c'est effectivement déjà un manager qui a grandi. Un manager qui a grandi dans sa pratique managériale. Alors elle avait la volonté de départ pour le faire, hein, mais qui du coup a mis en place des outils de management qui ont vraiment, je crois, impacté très largement, au-delà de la situation propre de Rémi, très largement dans son service. C'est également une entreprise qui a grandi dans le sens où la mission RH, et particulièrement la mission handicap, qui considérait le handicap au sens large du terme, avec éventuellement des situations de souffrance psychique, a véritablement cherché à comprendre de manière beaucoup plus pointue ce qu'il en était, notamment des handicaps psychiques, et qui aujourd'hui a mis en place un programme régulier d'accompagnement pour les personnes en situation de handicap psychique. C'est également un service tout entier qui s'est apaisé. Vous l'avez dit, et qui a retrouvé une atmosphère très différente dans le cadre du travail. Et pour tout dire, je vais vous donner un exemple. Rémi me dit, ben voilà, maintenant je vais bientôt partir à la retraite, c'est terminé, il me reste mes congés à prendre, mais je ne veux pas faire de pau, je veux partir comme ça, je verrai peut-être, je reviendrai après mes congés, puisque mon contrat de travail couvre également mes congés. Et j'ai dit ok, et en fait j'ai reçu un coup de fil de sa manager qui me dit on a un problème. Je dis zut, on est en train de finir, on va pas finir sur un problème. C'est que Rémi va s'en aller là, puisque maintenant il a tous ses congés à prendre et ensuite sa carrière sera terminée, il sera à la retraite. Et on voudrait lui faire une surprise.
On ne veut pas le laisser partir comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? On a pensé à ça et ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc ça, c'est vraiment le signe, alors que les choses s'étaient véritablement apaisées, j'allais dire, entre guillemets, normalisées. Non pas qu'elles étaient anormales, mais ces tensions qui existaient faisaient qu'effectivement, on était dans une atmosphère de travail qui était très, très altérée. Les deux côtés. C'est pour ça que je dis, comme on ne vit pas dans un monde de bisounours, et que ça ne sera jamais le cas, ça, c'est sûr que je suis très touché par l'attitude qu'a pu avoir mon entreprise, hein. Même si j'ai eu vécu des moments très difficiles, hein, et je la remercie très vivement. Hein. Et ce qui me touche le plus, ça je suis très touché par cet état de fait, mais ce qui me touche doublement, c'est de voir le revirement des collègues qui étaient avec moi, et certains qui étaient partis avant de ce service, qui ont tiqué un peu, qui ont dit mais parce que maintenant vous êtes amis avec du monde là et tout, j'en connais, il y en a même certains qui étaient plus amis avec d'autres, quoi, parce que voilà, quoi. Parce qu'il y a toujours des réacts de partout, quoi, malheureusement, que des vrais, quoi. Donc effectivement, cet accompagnement, alors effectivement ça serait bien, moi j'ai envie de dire que ça serait très bien que cet accompagnement soit mis en place, soit universel. Le seul problème, c'est toujours pareil, c'est l'économie. Parce qu'une grande entreprise, hein, elle a des moyens. Mais si on demande à un patron de PMI qui a un travailleur qui a un le mien ou un autre, hein, et qui a, même s'il a envie de le garder, ce monsieur, ce patron, qui dit j'y tiens, mettons, voilà, qu'est-ce qu'il va avoir comme moyen pour mettre ça en marche? Bon. Hein, s'il tourne à 2 employés, là, il va faire comment? Alors, il va falloir qu'il paye un intérimaire, peut-être, pendant le temps où il sera arrêté, ou je sais pas, ou etc. Il faudra qu'il abonde. Comment il va faire? Voilà. Alors bon, ça c'est une vaste réflexion au niveau social. Il y a les moyens qui sont à investir dans le domaine de la santé mentale. Je me suis aperçu qu'il y en avait beaucoup, hein, qui étaient à prévoir dans pas mal de domaines. Il y a le monde des infirmiers et même des médecins maintenant, qui est particulièrement souffrant des politiques actuelles. Hein. Alors, d'ici à avoir des fonds pour des accompagnements, c'est là que ça va être difficile. Alors, justement, Rémi, je me permets parce qu'on a en face de nous l'un des représentants de comment elle s'appelle, notre association d'emploi et compagnie. Il existe quand même des outils qui sont mobilisables, y compris par les petits employeurs. Mais l'idée n'était pas, et qui sont financés, heureusement, donc soit par l'ARS, soit par la GFIP, d'autres en parleront mieux que moi puisque je ne suis pas sur ces dispositifs et je ne veux pas dire de bêtises. Mais l'idée n'était pas d'opposer un dispositif à un autre. C'était juste, dans le cadre de notre intervention, de montrer l'intérêt qu'il y a à intervenir, y compris dans l'emploi, pour justement permettre aux salariés, comme vient de le dire Rémi, qui rencontrent ces difficultés-là, de retrouver leur pouvoir d'agir grâce finalement à des outils qui sont très simples, qui sont des outils qui sont bâtis sur le bon sens, qui permettent, à partir d'outils d'écoute, à partir d'outils de communication, organiser une réunion de sensibilisation et donner la parole à chacun. Quand les sujets sont un peu brûlants, ça peut demander beaucoup de préparation, mais en même temps, je veux dire, ce ne sont pas des moyens colossaux à mettre en place. Et puis, comme Rémi l'a suggéré tout à l'heure, des outils d'aménagement de poste qui sont parfois tout simples. Par exemple, Rémi avait besoin de pouvoir se lever et quitter son poste de travail quand il en avait besoin. C'est pas grand-chose, quoi. Sauf que dans l'organisation, c'était compliqué. Je me suis mal exprimé, Rebecca. Je voulais juste rectifier, je me suis mal exprimé dans la question des moyens. C'est pas les moyens pour l'accompagnement. Ce que je disais tout simplement qu'un patron de PMI qui a 2 employés, s'il y en a un qui a un handicap donné, et que pendant un certain temps, avant qu'on mette quelque chose en place, et son rendement qui chute de 50%, comment il va tenir le choc? Oui, absolument. C'était à ce niveau-là que je parlais de la productivité. Voilà, c'est ça. Voilà, mais on ne voulait pas être plus long parce qu'on souhaitait pouvoir vous laisser le temps éventuellement de poser vos questions pour qu'on puisse dialoguer avec vous. Écoutez, avant la première question, je vais faire un bref commentaire. Certains auraient pu être surpris par cette profession de foi anticonformiste. Moi, je la prends au sérieux, je vous signale. Parce que c'est face, comment dirais-je, à la santé mentale,
c'est vrai que le premier écueil, c'est tous les préjugés qu'on a à combattre. Là, on en a parlé dès l'entrée ce matin. Mais il y a aussi autre chose, quoi. C'est le fait de vouloir être normal plus que normal, quoi. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose qui a été pensé par un certain nombre de gens. Alors, on peut appeler ça de l'anticonformisme. On peut appeler ça aussi de lutter contre la normopathie. La normopathie. Je ne l'ai pas inventé. En juin à Paris, pour la journée santé mentale et citoyenneté, il y avait un orateur qui est un écrivain de grand talent, très prolixe, qui est un psychiatre. En même temps, il s'appelle Yves Buin. Et je lui ai demandé d'écrire un texte sur la santé mentale, et puis il a parlé des normopathes. C'est parce qu'il pense que c'est très dangereux, les normopathes. Vous voyez? Et en fait, ça nous guette tous, vous savez, il n'y a pas de problème. Bon. Donc, quand vous parlez de votre rapport à l'anticonformisme, je pense que c'est quelque chose qui est là, comment dire, c'est votre être, mais en même temps, c'est votre être qui permet à des gens d'être plus être, c'est-à-dire pouvoir un peu se libérer, quoi. Et je suis sûr qu'après, là, ce que vous avez dit, il y a un certain nombre de gens qui vont se sentir déjà plus libres. Voilà, tout ce que je voulais dire à ce sujet-là, ce sera déjà gagné beaucoup. Alors, il y avait une question qui a été posée. Quelle est-elle, cette question, la personne qui la pose? Oui? J'ai pas rêvé, Non? C'est un fantasme, c'est l'expression de mon désir. Voilà. Allez. Oui, on dit que traiter la souffrance au travail, ça coûte cher et ça rapporte 10 fois plus. Oui. Parce que en France, on dit dans une croissance molle, on en parle. Les économistes estiment la souffrance au travail, c'est 2,5 points à 3 points de croissance. Donc on résout le problème sur ce travail, on résout la crise. C'est aussi simple que ça. Voir Maillot, les relations humaines, tout ça. Voilà, la souffrance au travail, ça coûte beaucoup plus. Ça rapporte beaucoup, réduire la souffrance au travail rapporte beaucoup plus. Attendez, c'est important ça. Vous pouvez plus développer parce que c'est une note économique surprenante. Allez, dites un peu, oui. Un peu plus. Il faudrait remonter au début du 19e siècle. Il y avait un mec qui s'appelait Taylor, vous savez, il a inventé la chaîne, pas très humain, quoi. Et dans l'année 29, je crois 26, il y a un manager qui s'appelait Eton Mayo, qui s'est intéressé à comment augmenter une productivité. Il a fait des tests à General Electric, je pense que c'est direct, je suis plus sûr. Mais c'est des ateliers où il fallait que les femmes. Il y a des ateliers d'études et des ateliers qui n'étaient pas d'études. Et dans certains ateliers, on mettait la lumière, d'autres pas. Déjà, la production montait, c'est que le travail était meilleur. Mais le simple fait qu'on s'intéresse à elle, ça augmentait la production. Donc, la plupart des économistes sont d'accord. La souffrance au travail en France, c'est 2,5 points à 3 points de croissance. Sachant que la croissance en France est à peu près d'un 6, il y a ce qu'on appelle le load of Kuhn. Le load of Kuhn, ça veut dire qu'à partir de 2,4% de croissance, le chômage diminue. Alors, 2,5 plus 1,6, il y a 4,1, donc plus de crise. La crise, c'est le malheur. La principale cause de stress-richesse, c'est le bonheur. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, une société qui est heureuse, travaille plus, produit plus, consomme plus, et l'économie va mieux. On sera tous gagnants. D'autres interventions, pas forcément économiques, mais c'est intéressant. L'économie, je pense que c'est une des dimensions avec lesquelles on a affaire avec le capitalisme marchand actuellement, qui démarche surtout. Donc c'est important ce que vous dites. Alors, une autre question. C'est pour Monsieur Rémy. Oui. Est-ce que le cinéma peut-il s'évader de son handicap? C'est pas une évasion, parce que c'est en fait le cinéma, il y a beaucoup de gens qui fantasment sur le fait de faire du cinéma, ce que c'est qu'être acteur par exemple, puisque je suis multidisciplinaire, je suis réalisateur, scénariste et acteur, et bien souvent acteur principal. Acteur, ça veut dire qu'on va faire le même geste, on va faire par exemple 5 pas, on va faire un geste, on va prendre un verre, on va le boire, on va le reposer, couper,
et on va le refaire sous 15 prises de vue, quoi. Alors il y a des journées très fatigantes, hein. Donc c'est pas à proprement parler une évasion, mais on va dire que faire du cinéma, c'est une projection dans une réalité artificielle, on va dire, de tout ce que l'on a en soi à un moment par rapport à un sujet donné, par rapport à un thème donné. C'est comme si on créait une réalité artificielle. Là, actuellement, je suis sur un film de science-fiction. Dans un lointain futur, ils résolvent leurs problèmes. Dans leur espace mental, ils sont des humains à évoluer, très augmentés. Ils peuvent, dans leur espace mental, projeter leur espace mental en visuel, poser des problèmes, et avoir des solutions qui se proposent par tout leur système, un truc comme ça, quoi. Bon, c'est un peu une métaphore, hein. Mais dans tous les cas, ce que je peux dire, c'est que le cinéma, c'est une activité très épanouissante, qui calme, parce que quand on est multidisciplinaire, il y a aussi le montage. J'ai monté un film. Alors, faire le montage d'un film, c'est un travail, on a les yeux qui brûlent, qui coulent, mais j'attire votre attention sur le fait que oui, certainement, ça vous libère à la sortie quand vous avez fini, quand vous avez fait votre travail, mais c'est long, endurant, fatigant et parfois ingrat. Voilà, ça faut le savoir. Voilà. Alors moi, je voulais préciser une chose par rapport au cinéma. On a notamment noté qu'effectivement, le climat dans le service et la compréhension des particularités de Rémi par ses managers avait commencé à grandement évoluer. Le jour où, assez rapidement, d'ailleurs, après qu'on ait démarré, Rémi, vos managers vous ont confié le soin d'effectuer un trombinoscope vidéo du service. C'est-à-dire qu'on a reconnu dans le service sa compétence en vidéo et les capacités qu'il avait développées dans ce cadre-là, mais pour les utiliser, les mettre en pratique et les utiliser dans le cadre même du service. Et là, ce qui m'a fait rire, j'ai envie de dire, c'est que jusque-là, quand je disais que je faisais du cinéma, comme j'étais pas Besson, comme j'étais pas Bidule Machin, qu'on voit à la télé, ou je ne sais trop quel chanteur, on ne m'écoutait pas. Le jour où il y a la hiérarchie qui a dit il y a Rémi qui va faire le film du service, ah bah là, quand j'ai dit vous vous mettez comme ça a marché incroyable, quoi. Non mais c'est pour dire, moi j'en tire des analyses, moi j'ai tout le temps de réfléchir et tout ça. Bon, l'analyse de ce que j'appelle le bipède humain, c'est pas méchant, c'est gentil, mais il y a des moments, c'est très folklorique, hein. Il faut arriver à se regarder en face. Moi aussi, hein, je me mets dedans. Il y a des moments, je me dis, ben là, t'as vu comment t'as fait ça? C'est pas croyable, la prochaine fois, tu fais ça autrement. Et ça serait bien qu'on ait cette présence d'esprit, et ça ferait évoluer les choses, de se dire, quand on fait tous les jours la même chose, on dit tous les jours au boulot, bonjour machin, comment ça va? Et l'autre, il répond d'une voix morne, c'est salut machin, comment ça va? Pas un autre jour. Peut-être que ça déclenchera quelque chose, vous voyez. Il faut être innovant dans ce monde. Il faut être innovant, chacun à sa manière. Voilà. On a d'autres questions. Oui, je voulais rebondir en fait sur ce que disait M. Dumont par rapport aux difficultés de financement, effectivement, de ces actions très nécessaires. Je représente l'association ARIM, qui est une association dont l'équipe réalise des actions soit d'accès à l'emploi, soit beaucoup de maintien dans l'emploi des personnes lorsque des troubles psychiques, les troubles psychiques qu'elles rencontrent perturbent ce maintien dans l'emploi. Et c'est un financement soit par l'entreprise elle-même, et c'est effectivement, comme vous le disiez, valable pour les grosses entreprises, mais c'est aussi des financements par l'AGFIP, selon des parcours assez normés, assez ritualisés. Mais grâce à ça, l'équipe qui tient des psychiatres, des psychologues, des coachs, permet à des personnes en accord avec la direction de l'entreprise, le collectif de travail, c'est-à-dire tous les collègues, le médecin du travail et bien sûr la personne elle-même, de reprendre sa place dans l'entreprise ou, si ça ne se peut pas, parce que parfois ça n'est pas possible, de retrouver un travail plus adapté à son emploi. C'est ça, et son pouvoir d'agir en reprenant sa carrière. On est bien Absolument. d'accord. Et qu'il C'est faut pour vraiment ça que que ces financements perdurent, parce que c'est essentiel. Il est très important qu'une personne qui se signale comme en détresse dans le monde du travail, auprès de soignants, tout ça, dit j'en peux plus, je vais péter un câble, qu'on puisse, ça serait bien qu'on puisse jouer cette carte de dire vous allez avoir un accompagnement qui va voir vos chefs, vos machins. Vos responsables, excusez-moi. Parce qu'à partir de ce moment-là, la personne, elle va se dire, c'est pas question de la couvrir, mais
quand on est souffrant psychologiquement, on a Big Brother en face de soi, et avec tout ce que ça comporte comme image. Vous connaissez tous Big Brother de 1984 de Orwell. Bon, ben, c'est l'image d'un pouvoir impitoyable, omnipotent, et qui va vous écraser. Et puis plus vous allez faiblir, d'ailleurs, plus il va vous écraser. Il faut qu'il y ait une personne qui prenne le relais, qui s'immisce dans l'entreprise, comme a pu le faire Rebecca Schaap. Sans Rebecca Schaap, que je remercie après mon entreprise, hein, je sais pas ce que je pense que ça serait très très mal terminé, mon histoire. Je le dis franchement. Oui, il y a une intervention d'Anne-Christine Yebel. Je vous remercie beaucoup de votre intervention au pluriel, à la fois au pluriel singulier, chacun. Mais la question que je voulais vous poser à vous, monsieur, c'est qu'est-ce que vous pensez de ces termes, vous qui analysez finement ce qui se passe dans le monde du travail, de société inclusive, ou bien de ce terme de réhabilitation? Ouais, vous savez, j'entends souffler derrière moi. Moi, j'ai envie d'aller au-delà des mots quand même. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas juger le travail que font les gens, hein, et que toute action entreprise, bon, ben, finalement, il y a aussi primo, on fait ce qu'on peut, on ne fait pas des miracles, hein, parce que moi, ça n'a pas été miraculeux, mon affaire. Hein. On m'a demandé de m'investir, de faire ci, de faire ça, quand même, de faire des rapports et tout, que je faisais sans faute d'orthographe, évidemment. Un défenseur de langue française, à mes chefs ou à Rebecca pour qu'elle fasse remonter, il y avait un travail qui était fait. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a un investissement de part et d'autre. Alors après, moi, la vision de la société telle que je l'ai, je dis qu'il y a beaucoup de gens très valables dans la société, mais je dis qu'il faut, c'est un système qu'il faut tout balayer, ça, franchement. Alors après, les termes que vous pouvez mettre dedans, il y a des gens qui font des bonnes choses. Des fois, ça n'aboutit pas parce que finalement, c'est la société qui n'a pas évolué en rapport. Hein. Il y a des gens qui évoluent dans la société, mais les gens qui la dirigent, ils ne sont pas raccord avec les évolutions, vous le savez bien. Hein. On ne va pas leur jeter la pierre non plus. On serait à leur place, on ne sait pas comment on ferait. C'est un fait. Voilà, c'est tout. Je ne dis pas que je ne vais pas mettre mon ego en avant, dire j'ai une solution. Non, pas du tout. Non. Ce que je veux dire, c'est que c'est le gros sujet de réflexion. Alors ne partez pas si vous... À moins que vous ayez un impératif, parce qu'on va boucler à 4h30 comme prévu, ne vous inquiétez pas, on ne va pas déborder. Je vais simplement revenir un instant sur ce que vous avez dit à propos de George Orwell et 1984. Puis par parenthèse, je dis que vous avez la même religion avec Marie-Christine. Ce n'est pas une question piège. Hein. Elle est à mon avis bien de votre parti anticonformiste, à mon avis. J'ai pas de religion. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais comme histoire, comme prise de parti d'ailleurs. Bref, ce que je voulais dire c'est autre chose. George Orwell, 1984. Eh bien, imaginez-vous, c'est un scoop, hein, qu'il est largement dépassé aujourd'hui, hein, je vous signale. Pourquoi? Et ça va nous renvoyer précisément à notre sujet. Vous savez aujourd'hui qu'il y a un Big Brother qui s'appelle GAFA. Hein, qui s'appelle Google, Apple, Facebook, Amazon. Hein. Ce sont des gens qui aujourd'hui, est-ce que vous savez quelle est leur richesse? On a le dernier chiffre 2017 en capitalisation boursière, c'est, écoutez bien, respirez, c'est 2000 milliards de dollars. Alors, vous avez peut-être l'habitude, moi je ne manipule pas les milliards de dollars. En revanche, si je vous dis à quoi ça correspond, vous allez comprendre tout de suite. 2000 milliards de dollars en 2017, c'est le produit intérieur brut du continent sous-indien. Le continent indien, de l'Union indienne. Ouais. 1 milliard 400 millions d'habitants aujourd'hui. Hein, rien ça. Ce qui fait que ces gens-là, ils dictent leurs lois aujourd'hui aux États. Aux États. On l'a vu par exemple à l'échelle de cette bande qui s'appelle Hong Kong, Shanghai, Big Corporation HSBC, qui en effet qui a pratiqué une escroquerie gigantesque, où quand une commission anglaise, le Parlement, a voulu les remettre en cause, ils ont dit non, vous touchez pas, non, on est plus fort que vous. Voilà. Autrement dit, ça, c'est quelque chose qui
au niveau du travail, c'est l'affaire de tous de réfléchir ce qu'on fait. Parce que si Orwell, il est dépassé, je veux dire pourquoi, moi? C'est que c'est nous-mêmes qui l'alimentons. À chaque fois qu'on utilise cet appareil... C'était un repère culturel seulement que je voilà, on fait des données qui sont aussitôt converties en richesse. On les alimente. Comment on peut s'en sortir? Ça, je pose vraiment la question. À la limite, Terminator, c'est mieux approprié, c'est ça que vous voulez dire? J'ouvre la question, j'ouvre le débat. Je voulais là, simplement vous en parler. Alors moi, je vais jusqu'au bout, quoi. On n'est pas uniquement dans la littérature. On est aussi, à propos de l'économie, on est dans quelque chose qui est l'économie. Parce que ces gens-là, c'est beaucoup plus en termes politiques qu'en termes économiques qu'on peut réellement les penser. Voilà. Cela, je vous ai peut-être empêché de poser une question. Hein. Non? Je vous ai pas assombri, non? Ça va? C'est la réalité. Hein. Bon, est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on puisse clore notre journée? Non? Non? Ah, une dernière alors, peut-être. À vous. Deux ici en face de moi. Ah, il s'agit de Clément Bonnet qui va nous parler. Oui, non simplement, c'était pour remercier les intervenants parce que je trouve que c'est une très très belle histoire de maintien dans l'emploi, donc bravo parce qu'on n'en entend pas souvent parler. Ça c'est quelque chose d'acquis. Une petite question quand même pour le bénéficiaire de cette intervention, j'ai envie de dire, entre guillemets. Quel conseil il pourrait donner à un travailleur qui est dans une entreprise, qui est en situation de souffrance psychique, hein, quel conseil vous pouvez donner par rapport à cette question qui est quand même un peu centrale? Est-ce qu'il faut faire son coming out ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut dire oui, je suis en difficulté parce que je vis avec des troubles psychiques, ou bien est-ce qu'il faut tout faire justement pour cacher cette dimension de ces difficultés? Je vais vous répondre assez rapidement. Alors tout d'abord, c'est moi qui vous remercie, plutôt qui remercie Bombin, parce que toutes les personnes ici présentes de nous avoir écoutés, dans ce sens que c'est un plaisir d'échanger, et également aussi pour l'invitation donc à ce congrès. Hein. C'est un plaisir pour moi d'avoir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire si on se sent... Alors je vais vous dire, la première recommandation que je vais vous dire, c'est ne pétez pas un câble. Parce qu'à l'heure actuelle, on est jugé sur le politiquement correct. Hein, je vous l'ai déjà dit, on est jugé sur le comportement. La dictature du comportemental, c'est terrible. Maintenant, éternuer dans la rue, bientôt, ça va être mal vu. Il y aura des représailles. Hein, c'est ce qu'on se dit des fois. Alors moi, je tourne ça à l'humour. Alors, restez calme. Si vous avez un malaise, allez voir un médecin dédié, un psychiatre ou un psychologue, tout dépend. Parlez-lui, ayez une consultation et après demandez un entretien avec votre manager en disant « Là, je suis inquiet et je dois me confier à toi ou à vous, selon le rapport que vous avez. En ce sens que là, j'ai des inquiétudes sur le maintien de mon rendement et tout ça. » Alors, j'ai pris les mesures nécessaires, j'ai consulté, très diplomatiquement, il faut lui dire ça, j'ai consulté un spécialiste et tout, et si jamais ça devait s'accentuer, éventuellement, dans ces cas-là, on fait le point, peut-être qu'il y aura un accompagnement momentané à mettre en place, des choses, mais enfin voilà, je ne te prends pas en traite, vous dites à votre manager, je t'en ai parlé, et en même temps vous vous couvrez, parce qu'à partir du moment où vous êtes allé voir un médecin, que vous avez dit un truc, lui, il est témoin que vous avez quand même fait une démarche pour des soins éventuels. C'est-à-dire que vous n'avez pas esquivé le truc. C'est vrai que dans le cas, nous qui nous occupe, le contexte, et c'est pour ça que je l'ai présenté en introduction, le contexte était favorable à cette communication. Parce qu'on avait un employeur à l'écoute. Et d'ailleurs un employeur qui m'avait interpellée parce qu'il avait repéré ce type de troubles sans comprendre ni comment les accompagner, ni comment résoudre les difficultés que ça avait entraîné. Donc on est dans un contexte très particulier qui a permis effectivement d'organiser notamment, quand Rémi s'est senti prêt pour le faire, cette réunion avec les collègues pour évoquer très clairement le trouble. Et moi j'ai vu des collègues dans le cadre de cette réunion qui jusque-là rejetaient Rémi, on peut le dire, hein, ou en tous les cas avec lui des relations plus ou moins tendues ou plus ou moins difficiles, le regarder, et je peux utiliser ce mot-là, tiens, et j'ai pu les observer, et ils le regardaient avec admiration. Et je pèse mon mot, c'est le mot vraiment que j'ai de l'émotion que j'ai vu dans leurs yeux,
y compris de la part de ceux qui étaient avant la réunion dans l'incompréhension complète du mode de fonctionnement de Rémi. Donc, mais je dirais que c'est pas forcément la solution, c'est pas forcément la panacée que l'on va pouvoir utiliser dans tous les contextes. Et il faut s'assurer, et c'est pour ça d'ailleurs, avec Rémi on n'a rien brusqué, et moi je l'ai laissé, on a laissé tout le temps, et cette réunion a été repoussée plusieurs fois, puisque c'était très important que Rémi soit aux commandes de cette rencontre, et on l'a repoussée plusieurs fois jusqu'à ce que Rémi se sente tout à fait prêt, et puis qu'aussi on ait des remontées du service qui nous fasse nous dire que c'était le bon moment et que c'était adapté au contexte qu'on allait rencontrer. Donc le, entre guillemets, coming out, pour reprendre votre expression, il est à mon avis pas forcément facile, ni même envisageable partout. Bon, il y a une dernière question? Oui, pas vraiment. Alors écoutez, ce sera la toute dernière, hein. D'accord? Parce qu'après on va avoir quelques remarques. À M. Dumont, vous avez fait la différence tout à l'heure entre les relations humaines et les relations sociales. Oui. Est-ce que vous pourriez préciser ce que vous vouliez dire? Bon, alors ça, c'est un point de vue personnel. Je l'ai énoncé dans un essai. Bon, alors c'est un point de vue personnel. Je dis vertement, hein, c'est un peu provocateur, je dis en introduction, les relations sociales sont une perversion des relations humaines. Ça cale le sujet. Alors comme je dis, c'est personnel. Là, je ne devrais pas l'évoquer là, parce que c'est à la limite, c'est une œuvre personnelle. Mais ceci dit, quand même, voilà, en gros, ce que je veux dire, c'est que dans les relations sociales, il n'y a que des interdits. Quand on a des échanges dans le cadre des relations sociales, où soi-disant on doit parler de l'essentiel, on parle tout sauf de l'essentiel. On parle de la pluie et du beau temps, et au lieu de parler d'un problème grave, on dit que la table elle a mal été nettoyée et qu'il faut le désinfecter parce qu'il y a des microbes qui nous attaquent, tout ça, j'en passe et des meilleurs, tous ces rituels qu'on rencontre, tous ces rituels qui font les relations sociales et qui masquent les vrais problèmes. Bon, la relation humaine, c'est de dire, ben machin, il est tombé malade, dire à sa chef, parce que hier il a reçu ses impôts, et comme il avait déjà 3 impayés sur son crédit, parce qu'il ne peut pas faire des miracles, et ben du coup il est tombé malade. Voilà, ça, si vous dites ça, eh ben, c'est de vous tomber dans le registre de la relation humaine, qui est la vérité. Hein. Il n'a pas fait exprès, mais c'est pas ce qu'on vous demande. C'est ce qu'on vous demande surtout pas. Hein. Vous remarquerez qu'on contourne toujours, dans les relations sociales, on contourne toujours, les politiciens savent bien faire ça quand même. Hein. Ils ont toujours l'art de dire, nous avons fait ceci, nous avons réglé le problème. Ils n'ont pas du tout réglé le problème, mais pendant un mois, ils vont donner l'impression que le problème est réglé, puis qu'après, ça repart plus tard. Donc c'est en ce sens-là que je dis que la relation humaine, qui est la relation de l'avenir, c'est une relation où les humains se font confiance, échangent, se disent certaines confidences, à condition, bien sûr, que les confidences qu'ils font entre eux, pour être bien ensemble, ne soient pas utilisées à mauvais escient. Et c'est ça dont on n'est jamais sûr, effectivement. Hein. Mais je dis que la relation sociale, ben, c'est une perversion des relations humaines, parce que la relation humaine, c'est d'être capable de dire à son voisin, bon ben moi il y a ça qui va pas, et tout, comme le faisaient à la limite les anciens, sur les voisins sur le palier, ah ben moi il y a mon fils il fait ça, il y a mon machin, etc., ça va pas, les gens ils échangeaient entre eux, et maintenant c'est fini ça, c'est terminé. Il n'y a plus de relation humaine, la relation humaine s'effrite. Très bien, Rémi. Enfin, autrement dit, perversion, ça veut dire tout simplement, c'est pas forcément l'interdit. Est-ce que c'est pas tout simplement le faux semblant? Oui, on met le faux semblant en avant. Voilà. D'accord, ok, on est d'accord. Bon, écoutez, je remercie beaucoup Rebecca Chat et puis Rémi Dumont. Je vais faire 3 points extrêmement brefs.